Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette émission, nous accueillons la chroniqueuse Andréane Jutras qui va nous parler en haut et en large de son métier d'archéologue. C'est une entrevue que nous avions réalisée presque au début de Fantastica Radio Web, le nouveau format. C'est donc avec plaisir que je vous rediffuse cette chronique dans laquelle nous allons apprendre ce métier incroyable qu'est celui d'archéologue. Lorsqu'on a commencé Fantastica, on avait dit aux gens, on va parler à peu près de tout. Dès qu'il y a le mot passion d'associer avec le sujet, c'est sûr qu'on va en parler. Et Andréane est avec nous aujourd'hui pour nous parler archéologie. Oui, bonjour. Moi, je suis archéologue de formation. Même si je fais plus ça, pour moi, c'est une vraie passion, l'archéologie. OK. Donc, juste pour... on sait tous c'est quoi l'archéologie, mais le terme exact archéologue, c'est quoi? Exactement. Donc, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas un chasseur de trésors en partant. C'est pas Indiana Jones, même si tout le monde est parti de cette idée-là. Dans le fond, c'est vraiment une personne qui va étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, soit aujourd'hui. Il peut y avoir de l'archéologie des années 1950. À travers sa technique, grâce à l'ensemble des vestiges matériels, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Tout ce que l'homme a touché. Et il faut évidemment fouiller le sol pour trouver ça. OK. Donc, toi, tu es devenue passionnée d'archéologie à quel moment? Oh mon Dieu, quand j'étais toute petite. Oh, comme 3 pommes! Oui, exactement. Le fameux cliché de la petite fille qui fouille dans le carré de sable, c'est moi tout caché, je me cachais des choses et puis je voulais trouver des choses. Puis même au courant que quand j'ai grandi à l'école, j'étais passionnée d'histoire, surtout les Amérindiens. Moi, ça m'a toujours passionnée, même si on peut avoir un contact avec eux encore aujourd'hui, juste comprendre leur histoire, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Okay. Donc, je me suis dirigée vers ça, dans l'optique de faire ça. J'ai été chanceuse, j'ai pu le faire pendant quelques années. Okay. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, pourquoi est-ce que c'est si important que ça, selon moi? Ça nous permet de trouver notre identité à nous, à l'intérieur de l'identité de la communauté. C'est très important de comprendre le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs que le passé, pour aller vers de l'avant et aller vers l'avant de façon positive aussi, savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très important. Puis ça doit être difficile, surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui où les jeunes, ils regardent plus en arrière. Là, ils font à leur façon, puis ça soit dans n'importe quel domaine qui nous touche, on regarde ça aller, puis on voit que de moins en moins, on laisse de plus en plus le passé parce qu'on se dit, nous, on vit dans le présent. Sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs qui pourraient être évitées si on regardait justement le passé. Puis présentement, le rétro a une tendance à revenir justement. Ah oui, tout à fait. Puis si on regarde un enfant qui va au musée, ou un enfant qui va
voir, je sais pas moi, une image de la coiffe d'un Amérindien. Il va toujours être passionné pour essayer de comprendre, de voir c'est quoi ça, pourquoi est-ce qu'il portait ça, pourquoi moi j'en ai pas. Puis en expliquant ça, en allant justement leur montrer dans les musées des objets, comment les choses étaient faites, comprendre comment les choses sont faites. C'est aussi fou qu'ils pensent que la vaisselle, ça vient du magasin, ils comprennent pas comment les choses sont faites. Puis comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Pour après ça, comme je disais, aller vers quelque chose de positif au lieu de... Quand tu sais que tel et tel item, exemple, ont abouti à une guerre ou à des mésententes ou à des chicanes, ben, tu essaies de ne pas le répéter pour aller vers quelque chose de mieux, finalement. Tout à fait. On a étudié, je suppose, dans le domaine? Et oui. À Québec ou à Québec. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec. J'ai fait mon baccalauréat en archéologie et j'ai fait ma maîtrise aussi. Je l'ai pas terminé. Bon, j'ai eu mes enfants et la vie a fait autre chose, mais j'avais presque terminé. Donc, j'ai vraiment fait mes études dans ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de situer l'archéologie aujourd'hui versus l'archéologie de l'époque. Ça nous permet de comprendre pourquoi qu'on fait ça, justement. Pourquoi c'est si important que ça. Okay. Puis de comprendre pourquoi est-ce que dans le passé, bon, exemple, dans la période de l'Antiquité, ce que les gens faisaient, c'était justement des fameux chasseurs de trésors. Les gens arrivaient dans des ruines ou dans des vieilles tombes, ils trouvaient des beaux objets, ils les ramassaient. C'était plutôt comme des cabinets de curiosité, finalement. C'était vraiment quelque chose c'était juste la curiosité. C'était pas pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant. C'était juste bien de en avoir. C'était drôle, c'était intéressant, finalement. OK. Puis avec les années, on a eu des antiquaires. Maintenant, tu avais un côté monnayable à ce qui était trouvé. Puis c'était vraiment, ça, c'est quelque chose de spécial qu'on voyait pas. Donc, ça va vers quelque chose de commun qu'on peut trouver un petit peu partout. Puis par la suite, on a eu vraiment, où est-ce que là, ils ont cherché à comprendre d'où venait ça. Mais c'était vraiment de base. Comprendre, par exemple, la typologie. La typologie, c'est juste se dire tel type, exemple de pointe de flèche, est plus vieille que tel autre type. Ou tout classer les mêmes sortes de pointes de flèche ensemble. C'était faire des classements, finalement. Et puis oui, il y a eu quelques études un petit peu plus poussées. Certaines personnes ont vraiment essayé de comprendre un petit peu plus, mais ça l'a vraiment beaucoup plus été avec tout ce qui est le nationalisme. Les gens essayaient justement d'aller chercher leur identité. Ça nous représente. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour notre communauté. C'était plus de la curiosité, c'était de comprendre son histoire à soi. Puis souvent, par exemple, quand on trouvait des items ou des artefacts qui nous représentaient pas, ben c'était juste pas étudié ou c'était mis de côté. Et puis là, par la suite, il y a vraiment eu un phénomène de théorisation, si on peut dire, où est-ce que là, les chercheurs sont vraiment arrêtés. Ils ont dit, on va mettre la base de notre connaissance. On va établir les théories de base. Y aller plus vers la démarche scientifique. Où est-ce que là, tu vas chercher à cet endroit-là? Pourquoi? Quel est ton but? Quelle est ton hypothèse? Comment tu vas faire ta recherche pour aller chercher le maximum d'informations? Parce qu'on sait quand on fouille, on détruit. Une fois que c'est fouillé, ça n'existe plus. Donc, on ne peut plus aller chercher d'informations sur ce qui était là. Oui, sur les artefacts, sur les objets qu'on trouve, on peut, mais pas dans le sol, pas dans les traces. C'est tout détruit. Donc, c'était vraiment important d'y aller vers une démarche vraiment scientifique. Donc, on va là dans l'optique de trouver tel site de fouille où le but est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont installés là, par exemple, ou comprendre comment est-ce que les gens vivaient. Ça peut être des questions très larges quand même. C'est pour ça que c'est très long habituellement quand que les archéologues sont sur un site puis qu'ils vont déterrer des fossiles ou des choses comme ça. Ils vont vraiment prendre le temps. Ça peut prendre combien de temps normalement faire une fouille? Ça peut prendre des années. Ouais, OK. Ça peut être quelque chose de très, très, très ponctuel. C'est-à-dire, tu peux être là pour faire de la surveillance. Exemple, on voit souvent ça dans le Vieux-Québec. Quand ils font des constructions, les archéologues sont là, ils surveillent pour que s'il y a une découverte fortuite, ils puissent tout de suite réagir, aller chercher l'information.
ils peuvent arrêter les fouilles quelques minutes, quelques jours, ça peut prendre ça. Bon, c'est sûr que les constructeurs n'aiment pas ça beaucoup, mais on a des lois, puis on a aussi, maintenant, les archéologues sont conscients du côté monétaire aussi. C'est-à-dire, ben si tu m'arrêtes pendant une semaine, moi j'ai une semaine de retard, puis je peux pas le reprendre. Ouais. Donc, c'est très rapide. Ou tu as vraiment, de l'autre côté, des choses qui sont beaucoup plus des recherches à long terme. Ou est-ce que là, tu fouilles, par exemple, du début de l'été jusqu'à la fin de l'été, ou même du printemps à l'automne. Là, on peut fouiller jusqu'à ce qu'il y ait de la neige. C'est quand le sol gèle. Ouais, là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué, exactement. Et puis, ça peut s'étendre sur plusieurs années aussi. Par exemple, moi, j'ai fouillé sur un site à Québec, ici, à Cap-Rouge, qui s'appelle le Fort Cartier-Roberval, qui est la première tentative de colonisation en Amérique du Nord. J'ai fait partie de l'équipe qui a commencé à fouiller là. Ils ont fouillé pendant 4 ou 5 ans, je pense. Moi, j'ai participé aux 3 premières années de fouilles là-bas. Puis par la suite, là, c'est une autre équipe qui a continué parce que moi, j'ai eu des enfants dans ma vie, donc j'ai comme arrêté. Mais donc, on voit qu'il peut y avoir des recherches à très, très, très long terme aussi. OK. Je vais revenir sur quelque chose parce que tantôt, tu parlais de la recherche, puis de l'histoire, puis de la façon que les recherches font qu'on a une bonne idée de l'histoire, comment elle s'est passée, tout ça. Mm-hmm. On dit souvent que l'histoire est racontée à partir du point de vue du gagnant. Oui, tout à fait. Est-ce que l'archéologue est neutre ou des fois il peut modifier l'histoire pour mieux faire paraître... Non, en fait, je te dirais, l'archéologue va être celui... Je sais que c'est une question traite là, que je viens de poser. C'est clair. Mais l'archéologue va plutôt être celui qui va rectifier l'histoire. Okay. Un texte va toujours être écrit pour aller vers le côté positif, vers l'écrivain. Là. Vraiment y aller, bon, c'est moi qui écris mon histoire, on est les meilleurs, on est les plus forts. Mais des fois, en fouillant, c'est pas ça du tout qu'on trouve. T'sais, on a des écrits, je sais pas, sur un fort, où est-ce qu'il disait on était bien positionné, on était fort, on était en santé. On va le fouiller. C'est pas ça du tout qu'on découvre. On découvre qu'il y a des parasites, on découvre certains types de bibites qui étaient amenés par la maladie, qui étaient amenés par exemple, le blé pourri, là, tu découvres que finalement, c'est pas si vrai que ça. On découvre, par exemple, des dents pourries parce que les dents peuvent se cristalliser puis on peut les trouver. Okay. Donc, à ce moment-là, tu découvres que, bon, côté hygiène, côté santé, c'était pas ça du tout. On peut retrouver des os d'humains qui ont des maladies, ils sont plus poreux, sont moins beaux. On est tous capables d'identifier ça. Puis c'est à partir de là qu'on peut rectifier. Puis c'est là que on voit que les deux disciplines, l'histoire et l'archéologie, se complètent en fait. Parce que l'histoire, au début, elle n'aimait pas ça trop qu'on y aille fouiller dans leur plate-bande. On dit, ben c'est facile, c'est écrit, c'est ça qui s'est passé. Ouais. C'est pas ça du tout. Puis ça nous permet aussi de faire les liens entre différents textes. Des fois, on a 2 textes historiques qui disent complètement l'inverse. Ou tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche entre les deux. Puis là, ben, en fouillant, soit qu'on peut faire le lien entre les deux, dire oui, les deux avaient raison, c'est ça et ça qui s'est passé en effet, ou dire lui, il a juste essayé d'embellir sa réalité à lui pour montrer comment il était supérieur, alors que c'était pas du tout le cas, là. Okay. Ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller chercher ça. Puis c'est sûr que tout ce qui est préhistorique, bon, évidemment, on n'a aucune trace écrite de ça, donc ça nous permet de comprendre l'évolution, d'aller chercher l'information. Puis en y allant vraiment de manière plus scientifique qu'à une certaine époque, ben on va pas juste chercher les beaux objets. C'est justement ça qui est intéressant. Si on va chercher l'information, même les beaux objets, c'est ce qui est le moins intéressant en archéologie. Oui, c'est le fun d'avoir une belle poterie complète, mais ce qui reste dans la poterie va nous donner beaucoup plus d'informations que la poterie en elle-même. Ce qu'il y a tout le tour de la poterie, où est-ce qu'on trouve dans le sol, tout ça va nous permettre vraiment d'aller chercher des informations spécifiques qu'on pourrait pas avoir autrement. Exactement. Oh, oui. C'est vraiment intéressant. Okay. Et puis, on voit des grosses différences aussi entre, justement, l'archéologie historique, qui est l'archéologie où est-ce qu'il y a des écrits. Et puis, souvent, l'archéologie historique, bon, c'est en ville, beaucoup plus profond dans le sol que l'archéologie préhistorique. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit deux approches, je dirais 2 boîtes d'outils complètement différents. Bon, tout le monde a la fameuse truelle, autant en préhistoire qu'en historique. Qu'est-ce qu'on appelle truelle? C'est le tu sais, moi, quand on fait du jardinage, comme la petite pelle en pointu, oui. Ça, c'est la truelle. Ça, c'est l'outil principal. C'est avec ça qu'on fouille, qu'on tasse le sol et qu'on accumule
nos petits tas, finalement. Mais du côté historique, souvent, il faut creuser avant pour atteindre les sites, parce que au fil des années, il y a eu du remplissage par-dessus, c'est rien d'archéologique, c'est rien d'intéressant. Donc, la pelle mécanique peut être utilisée. Mais en préhistoire, c'est rare, à moins que tu aies trouvé ton site en dessous d'un site historique. Mais si tu vas en pleine forêt, ce qui est souvent le cas pour les sites préhistoriques, eh bien, en pleine forêt, tu n'amènes pas ta pépine, ta pelle mécanique, tu oublies ça. Comment tu fais pour trouver un site? Parce qu'on parle de ça depuis tantôt. OK, il y a un site là, on passe 2-3 ans là, on passe... Qu'est-ce qui va faire que tu vas dire, OK, on creuse là? Ça, c'est... Bon, de un, il y a eu des recherches préalables, et puis il y a des choses de base qu'on connaît. C'est-à-dire, généralement, moi, je parle plus du côté préhistorique parce que c'est ça que je connais. Du côté historique, on se fie évidemment à des écrits ou à des oui-dire, mais du côté préhistorique, on peut pas se fier à rien. Donc, c'est vraiment selon le paysage, c'est-à-dire, généralement, les gens sont installés en hauteur, près d'un cours d'eau. Moyen de transport, eau potable, chasse et pêche, c'est toujours les endroits privilégiés. Donc, on regarde le territoire, comment est-ce qu'il est positionné. Et quand on a des doutes qu'il y a un fort potentiel archéologique, c'est-à-dire que le sol n'a pas tout été arraché à chaque fois qu'il y a des débâcles. Comme exemple, en Beauce, la Chaudière, on oublie ça, il n'y a plus aucun site sur les berges de la rivière Chaudière. Il y a eu des études aussi qui ont été faites, mais les débâcles, les glaces arrachent généralement tout ce qui peut se trouver. Donc, exemple, sur les abords du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur du Saguenay, excusez pas, Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les abords du Saguenay, il y a des belles terrasses. Donc, on a des endroits qui n'ont pas été du tout touchés par les glaces ou les choses comme ça. Donc là, on évalue physiquement où est-ce que ça pourrait être et on va faire des inventaires. C'est-à-dire, les inventaires, c'est on se déplace, on va sur place et on marche. Et on regarde au sol qu'est-ce qu'on peut trouver. Des fois, on peut trouver, oui, des restes de maisons. Ça arrive même souvent. Puis, on regarde le sol, comment il est fait. Des fois, on voit des bosses louches. On voit des arbres. Il y a certains arbres qui poussent à des endroits particuliers. Et généralement, les arbres poussent à des endroits où est-ce qu'il y a eu des foyers préhistoriques. Parce que les restes de nourriture étaient jetés dedans, et puis tout ça. Donc, il y a beaucoup de vitamines pour les arbres. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup d'arbres à un endroit, généralement, c'est qu'il y a un foyer en dessous. Okay. Puis, on regarde comment c'est positionné. On se promène, on peut trouver des artefacts en surface. On fait vraiment un inventaire visuel. Et puis, on peut aller faire des sondages. Si on a vraiment des doutes sérieux, un sondage, c'est quoi? C'est tout simplement un carré de 50 par 50. Pourquoi 50 par 50? C'est 2 coups de pelle par 2 coups de pelle. Pour pouvoir enlever ton sol organique sur le dessus, on fait un sondage, on fouille, on trouve des outils, on trouve des restes. On a trouvé un site. Là, on peut établir vraiment un site de fouille. Aller chercher un permis. Je l'ai comme oublié, ça prend un permis au niveau du ministère de la Culture et des Communications. Ils ont changé de nom plusieurs fois, là, mais au niveau du ministère, c'est important. Et puis là, quand on trouve un site, on va chercher un code Borden. Un code Borden, c'est... As-tu besoin de la municipalité aussi? Mettons un exemple, tu es à Québec. Ça dépend. Si tu es sur un terrain privé, public, terrain de la municipalité, tu as juste besoin de l'accord du propriétaire. OK. D'ailleurs, tout ce qu'on trouve dans un sous-sol, tout ce qu'on trouve sous le sol appartient au propriétaire du terrain. Oh, OK. J'avais déjà entendu le contraire. Moi, t'as déjà entendu dire que si des fois tu trouvais quelque chose sur le terrain d'une personne, mais que c'était considéré comme une propriété du pays, donc ça restait au pays avant... Non, ça appartient vraiment au propriétaire du terrain. Mais généralement, lui, il y en a assuré. royalement de ce que tu trouves, puis gardez-le, puis protégez-le. Mais généralement, quand on va trouver des très, très belles pièces, il va garder les belles pièces pour les montrer dans sa maison. Les belles pièces qui se détérioreront pas, comme des haches en roche ou des choses comme ça. C'est illégal. C'est illégal? Tu n'as pas le droit de vendre des choses archéologiques. Mais est-ce qu'il peut les revendre au pays? Oui, souvent ça va être donné à condition que ça soit préservé. Tu sais, ça sera pas payé avec de l'argent. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le pays achète souvent des collections privées. Ça peut arriver, mais généralement, maintenant, je dirais la norme, c'est plus oui, je vous donne ce qu'il y a, mais préservez-les, puis mentionnez mon nom. Oui, oui. Les gens aiment ça, moi, qu'on mentionne leurs choses. Puis c'est important parce que il faut je cherche mon mot, il faut aller vers la diffusion. Il faut toujours qu'il y ait une diffusion de ce qui est trouvé.
Il faut que, puis c'est là que les gens aiment ça qu'on mentionne leur nom, se trouver sur le terrain de monsieur un tel bel objet, patati patata, parce que l'archéologie est là pour que les gens connaissent leur histoire en général. Donc, la diffusion est vraiment importante. Puis comme je disais tantôt, la conservation aussi, pour pouvoir faire de la diffusion, généralement c'est dans des musées. Donc là, il faut vraiment y aller vers une bonne conservation puis une bonne interprétation de ce qu'on trouve. Quelqu'un qui trouve des artefacts puis qui envoie ça au musée, mais qui analyse pas qu'est-ce qu'il trouve, ça sert absolument à rien. Donc, il faut analyser vraiment tout ce qu'on a trouvé dans le sol, les artefacts, les écofacts, parce qu'on peut trouver des restes de pollen, des restes de graines, des restes animaux, des os, des dents, peu importe tout ce qui peut se conserver. Donc, vraiment, l'interprétation, c'est quelque chose de très important que je parlerai dans une prochaine chronique. D'ailleurs. Et puis, en gros, c'est vraiment ça au niveau des différentes étapes quand on trouve un site. Mais la diffusion, on le dira jamais assez, c'est important. Justement, tantôt, tu vois, quand tu me parlais que... parce que je pensais que ce serait plus facile d'arriver et de dire on creuse là. Ah non. Parce que je pensais qu'avec la technologie qu'on avait aujourd'hui, on serait peut-être capable de faire comme une radio du sol puis de voir qu'il y a des choses peut-être en dessous de la terre ou des choses comme ça. Ça existe, en effet. Ça peut être dispendieuse. L'archéologie ne fonctionne que par subvention. Okay. Que ce soit des subventions privées ou des subventions publiques, je dirais, c'est 95%. Est-ce que c'est archéologie mondiale qui fonctionne comme ça? Il y a certains pays qui vont implanter beaucoup plus d'argent dans tout ce qui est l'univers archéologique. Donc, eux, souvent, vont aller faire des plus grandes études avec ça. Au niveau au Québec, je dirais, c'est côté subvention, c'est assez minime. Comme je dis, le site Quartier Roberval, sur lequel j'ai été fouillé, quand il a été, parce qu'on doit renterrer après avoir fouillé, bien sûr, et puis il a été renterré dans l'optique que 5 ans plus tard, maximum, on allait y retourner pour justement faire une diffusion, pour que les gens puissent aller voir. Et ça fait presque 5 ans, puis il n'y a aucun argent. Ça va se détruire, ça va se contaminer, parce que quand tu fermes, tu mets, exemple, j'ai aucune idée c'est quoi le terme français, là, des planches de plywood. Oui, OK. Avec du sable. Ça se pourrit à la longue. Ça se pourrit, puis là, ça peut aller contaminer tout le sol, parce que, comme j'expliquerai aussi dans une autre chronique, il y a des méthodes de datation qui se font à partir du sol, qui se font à partir de ce qu'on trouve. Puis là, si on fout n'importe quoi dedans, ça va être contaminé. Puis ça pourrit, toutes les parois vont se défaire, on va perdre énormément d'informations. Puis avec le temps, une fois que ça commence à se détériorer, généralement, le gouvernement s'en lave les mains, puis ça continue. C'est terminé. C'est ça. Tantôt, c'est drôle parce que, puis je pense qu'on va pas mal finir là-dessus. On parlait en début de chronique, on disait l'archéologie, c'est vraiment pas la représentation qu'on a face à Indiana Jones. Tout à fait. Parce qu'Indiana Jones, lui, il trouve ça comme ça. Il y a les grosses aventures, les grosses poursuites pour ça et tout ça. C'est un petit peu plus passif, le travail d'archéologue, que ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma. Ben, tu peux avoir un côté plus actif. C'est-à-dire, exemple, l'art rupestre, l'art sur les roches en Abitibi, ils en ont trouvé. Donc, c'est en bateau. Il faut que tu atteignes souvent des parois rocheuses. OK. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas des poursuites où est-ce que tu as les nazis en arrière de toi qui te tirent dessus. Là. Puis on court pas après l'Arche d'Alliance. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des endroits où est-ce que c'est plus actif. Bon, en Égypte, des choses comme ça. C'est sûr que c'est des contextes différents. Au Québec, notre histoire est beaucoup moins vieille qu'en Europe. Donc, c'est sûr que de un, c'est beaucoup moins profond, c'est beaucoup moins caché, tu as moins de grosses structures, des choses comme ça. Donc, tu peux pas être si actif que ça, mais c'est quand même plaisant. J'ai fouillé où est-ce qu'il fallait que tu marches 35 minutes dans le bois pour se rendre au bord du site. Puis là, tu es complètement perdu, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de four micro-ondes, tu n'as pas rien. Là. Puis là, tu fouilles toute ta journée, tu remarches 35 minutes. Donc, tu sais, si quelqu'un se blesse, ça fait beaucoup de choses à penser. Oui, effectivement. Et puis, mais c'est tout aussi intéressant de pouvoir toucher quelque chose que quelqu'un a touché il y a 5, 6, 7, 8 000 ans. Il n'y a rien comme cette
cette sensation-là. Là. Tu vois, un petit visage comme ça a l'air de quelqu'un qui est hyper passionné, puis c'est pour ça que Fantastica existe. Andréane, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on va en reparler d'archéologie, puis tu vas nous expliquer plein d'autres choses là-dessus. Oui. C'est super intéressant. Et puis, j'invite les gens à rester à l'écoute parce que c'est sûr que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, Andréane va être de retour avec plein d'autres sujets aussi, mais principalement l'archéologie. C'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.